Mariam Abba, une si longue lettre. Chapitre 7. Aïssatou, je n'oublierai jamais la femme blanche qui, la première, a voulu pour nous un destin hors du commun. Notre école, revoyons-la ensemble, verte, rose, bleue, jaune, véritable arc-en-ciel, verte, bleue et jaune, couleur des fleurs qui envahissaient la cour, rose, couleur des dortoirs au lit impeccablement dressé, notre école, entendons vibrer sur ses murs de notre fougue à l'étude. Revivons la griserie de son atmosphère, les nuits alors que retentissait pleine d'espérance la chanson du soir, notre prière commune. Le recrutement qui se faisait par voie de concours à l'échelle de l'ancienne Afrique occidentale française, démantelée aujourd'hui en République autonome, permettait un brassage fructueux d'intelligence, de caractères, des mœurs et coutumes différents. Rien n'y distinguait, si ce n'était des traits spécifiquement raciaux, la fond du Dahomey et la Malinquée de Guinée. Des amitiés s'y nouaient, qui ont résisté au temps et à l'éloignement. Nous étions de véritables sœurs destinées à la même mission émancipatrice. Nous sortir de l'enlisement des traditions, superstitions et mœurs, nous faire apprécier de multiples civilisations sans reniement de la nôtre, élever notre vision du monde, cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts, faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle, voilà la tâche que s'était assignée l'admirable directrice. Le mot « aimer » avait une résonance particulière en elle. Elle nous aimait sans paternalisme, avec nos tresses debout ou pliées, avec nos camisoles, nos pagnes. Elle sut découvrir et apprécier nos qualités. Comme je pense à elle. Si son souvenir résiste victorieusement à l'ingratitude du temps, à présent que les fleurs n'encensent plus aussi puissamment qu'autrefois, que le mûrissement et la réflexion dégarnissent les rêves du merveilleux, c'est que la voie choisie pour notre formation et notre épanouissement ne fut point hasard. Elle concorde avec les options profondes de l'Afrique nouvelle pour promouvoir la femme noire. Libérée donc des tabous qui frustrent, apte à l'analyse, pourquoi devrais-je suivre l'index de ma mère pointé sur Douala Dieng, célibataire encore, mais trop mûr pour mes 18 hivernages. Exerçant la profession de médecin africain à la polyclinique, il était nanti et savait en tirer profit. Sa villa, juchée sur un rocher de la corniche face à la mer, était le lieu de rencontre de l'élite jeune. Rien n'y manquait depuis le réfrigérateur où attendaient des boissons agréables jusqu'au phonographe, qui distillait tantôt de la musique langoureuse, tantôt des airs endiablés. Daouda Dieng savait aussi forcer les sœurs. Cadeau utile pour ma mère, allant du sac de riz appréciable en cette période de pénurie de guerre, jusqu'au don futile pour moi, enveloppé avec préciosité dans du papier enrubanné. Mais je préférais l'homme à l'éternel complet kaki. Notre mariage se fit sans dot, sans faste, sans les regards désapprobateurs de mon père, devant l'indignation douloureuse de ma mère frustrée, sous les sarcasmes de mes sœurs surprises, dans notre ville muette d'étonnement. Puis, ce fut ton mariage, avec Maodoba, fraîchement sorti de l'école africaine de médecine et de pharmacie. Un mariage controversé. J'entends encore les rumeurs coléreuses de la ville. Quoi? Un tout couleur qui convole avec une bijoutière? Jamais il n'amassera argent. La mère de Maodo est une Yofen, Guéléwar du ciné. Quel soufflet pour elle, devant ses anciennes coépouses. Le père de Maodo était mort. À vouloir coûte que coûte épouser une courte robe, voilà sur quoi l'on tombe. L'école transforme nos filles en diablesses qui détournent les hommes du droit chemin. Et j'en passe. Mais Maodo fut ferme. Le mariage est une chose personnelle, ripostait-il à qui voulait l'entendre. Il souligna son adhésion totale au choix de sa vie en rendant visite à ton père, non à son domicile, mais à son lieu de travail. Il revenait de ses randonnées comme illuminé, heureux d'avoir tranché dans le bon sens, exultait-il. Il parlait de ton père créateur. Il admirait cet homme, affaibli par les doses quotidiennes d'oxyde de carbone, avalé depuis le temps qu'il évolue dans l'âcreté des fumées poussiéreuses. L'or est sa chose, qu'il fond, coule, tord, aplatit, affine, cisèle. Il faut le voir, ajoutait Maodo.
Il faut le voir souffler la flamme. Ses joues se gonflaient de la vie de ses poumons. Cette vie animait la flamme, tantôt rouge, tantôt bleue, qui s'élevait ou se courbait, faiblissait ou s'intensifiait, selon sa volonté et le besoin de l'œuvre. Et les paillettes d'or, dans les gerbes d'étincelles rouges, et le chant rude des apprentis, qui scandaient les coups de marteau chez les uns, et la pression des mains sur les soufflets chez les autres, faisaient se retourner les passants. Ton père, Aïssatou, connaissait l'ensemble des rites qui protègent le travail de l'or, métal des djinns. Chaque métier a son code, que seuls des initiés possèdent et que l'on se confie de père en fils. Tes grands frères, dès leur sortie de la case des circoncis, ont pénétré cet univers particulier qui fournit le mille nourricier de la concession. Mais tes jeunes frères, leurs pas ont été dirigés vers l'école des Blancs. L'ascension est laborieuse sur le rude versant du savoir à l'école des Blancs. Le jardin d'enfants reste un luxe que seuls les nantis offrent à leurs petits. Pourtant, il est nécessaire, lui qui aiguise et canalise l'attention et les sens du lambin, l'école primaire, si elle prolifère, son accès n'en demeure pas moins difficile. Elle laisse à la rue un nombre impressionnant d'enfants, faute de place. Entrer au lycée ne sauve pas l'élève aux prises à cet âge avec l'affermissement de sa personnalité, l'éclatement de sa puberté, et la découverte des traquenards qui ont nom. Drogue, vagabondage, sensualité. L'université aussi a ses rejets exorbitants et désespérés. Que feront ceux qui ne réussissent pas ? L'apprentissage du métier traditionnel apparaît dégradant à celui qui a un mince savoir livresque. On rêve d'être commis, on honnit la truelle. La cohorte des 100 métiers grossit les rangs des délinquants. Fallait-il nous réjouir de la désertion des forges, ateliers, cordonneries ? Fallait-il nous en réjouir sans ombrage ? Ne commencions-nous pas à assister à la disparition d'une élite de travailleurs manuels traditionnels ? Éternelles interrogations de nos éternels débats. Nous étions tous d'accord qu'il fallait bien des craquements pour asseoir la modernité dans les traditions. Écartelés entre le passé et le présent, nous déplorions les suintements qui ne manqueraient pas. Nous dénombrions les pertes possibles, mais nous sentions que plus rien ne serait comme avant. Nous étions pleins de nostalgie, mais résolument progressistes.